Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui on est le mardi 13 juin 2023, il est 10h30 et nous vous accompagnons jusqu'à 11h30, une heure de direct. Alors aujourd'hui l'émission est consacrée à la sécurité des enfants dans le monde des jeux et des manèges. Le thème du jour est le suivant: jeux et loisirs, nos enfants sont-ils en sécurité? Donc si vous voulez participer à l'émission, vous le pouvez, vous n'avez qu'à nous appeler au numéro suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale. Comment assurer la sécurité de nos enfants lorsqu'ils jouent, que ce soit dans des parcs d'attractions, dans des aires de jeu ou même à la maison. Les jeux et les manèges sont des sources de joie et d'épanouissement pour nos enfants, mais ils peuvent également présenter des risques pour leur sécurité si les mesures appropriées ne sont pas prises. Alors c'est pourquoi nous avons choisi aujourd'hui de parler de ce sujet pour garantir la sécurité de nos enfants, pour qu'ils puissent profiter de leur expérience de jeu tout en sécurité. Et pour en parler, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Chahnaz Blamri. Vous êtes directrice du Salon international du jeu, de l'épanouissement et des loisirs Sijilla. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir invités. Avec nous aussi Monsieur Amin Bentala, voilà, administrateur système IRAD. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir en tout cas. Et bien sûr avec nous, Madame Shafiqa Wadia, vous êtes responsable communication et marketing à l'Office des parcs, des sports et des loisirs d'Alger, l'OPLA. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Alors, c'est bientôt les vacances. Alors, certains enfants sont déjà en vacances, d'autres c'est pour bientôt. Pour ceux qui passent le bac, bonne réussite, Inch'Allah, et les parents, zen, je le dirai à chaque fois en tout cas. Et donc, quand on dit vacances, on dit loisirs, on dit jeux vidéo, tout cela. Et vu que toute l'année, on les a tarabustés avec les études, avec les révisions, avec les examens, donc dès qu'arrivent les vacances, c'est la porte ouverte aux loisirs, aux jeux. On essaie de s'organiser, acheter les derniers jeux qui sont tendance, aller au parc, ce genre de choses. Et est-ce que nos enfants sont en sécurité? C'est la question du jour. C'est de ça qu'on va débattre aujourd'hui dans l'émission. Et justement, le salon Sijilla, c'est la première édition. Vous avez aussi parlé de la sécurité des enfants dans les loisirs. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de Sijilla? Voilà, tout simplement. Bien sûr. Alors, la première édition s'est déroulée du 1er au 3 juin à la SAFEX. On avait comme objectif, en fait, de mettre en relation les parents et les professionnels des loisirs, mais en même temps d'offrir des conférences aux parents pour qu'ils soient qu'ils soient informés de tout ce qui est en train de se passer. Et puis on a consacré une après-midi entière avec Amin ici présent autour de la sécurité des enfants sur Internet, lors des jeux vidéo, sur les réseaux sociaux. Et on a montré aux parents qu'il y avait des moyens de contrôler sans interdire. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que les jeux sont importants, que les enfants, on en parlait tout à l'heure, sont nés dans le digital. Exactement. Et c'est des outils qu'ils ne peuvent pas ignorer ou qu'on ne peut pas interdire. Donc au lieu d'interdire, apprenons à les utiliser nous aussi en tant que parents et puis à contrôler. Donc c'est cette sensibilisation qu'on a voulu pour les parents. Et justement, c'est la génération digitale native, c'est ça, on les appelle comme ça, ils sont nés avec ça. Dans l'émission, souvent dans Ma famille, ma vie, je tiens à le préciser, on dit toujours qu'il ne faut pas donner les écrans aux tout petits. Bon, on est d'accord sur ce point. Absolument. Dès la naissance jusqu'à l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, absolument. Pas d'écran, pas de jeu, vaut mieux aller dans des parcs de loisirs, voilà, c'est beaucoup mieux. Mais à un certain moment, il faut bien qu'ils commencent à jouer, qu'ils commencent à utiliser ces écrans, qu'ils commencent à rentrer dans le bain, on va dire. Et les parents, on ne sait pas forcément ce qui se passe à l'intérieur de tout ça. On ne voit pas cet outil de la même façon. Et on n'utilise pas cet outil de la même façon. Donc, on n'est pas forcément au courant. Et donc, du coup, vous avez sensibilisé les parents, vous avez fait des conférences aussi. Est-ce que ça a tourné juste autour des écrans ou il y avait d'autres sujets, bien sûr? Non, il y a eu beaucoup d'autres sujets. Ça a été 3 jours de conférences. On a parlé aussi, on a sensibilisé sur la scolarité, sur les troubles scolaires qu'on est en train de rencontrer, sur la maltraitance. Et on a prouvé aussi aujourd'hui que la maltraitance pouvait être derrière un écran, pouvait être aussi en classe, pouvait être verbale, non pas uniquement à travers un geste violent ou un coup. Et donc on a discuté de tout ça. Mais pour revenir à la sécurité des enfants, effectivement, on a mis l'accent cette fois-ci sur les réseaux sociaux, sur l'utilisation des outils informatiques.
Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont en plein dedans. Exactement. Il y a eu aussi un concours. Oui, il y a eu un concours de start-up pour les projets innovants autour de l'éducation de l'enfant et de son épanouissement. On a eu un engouement incroyable parce qu'on ne s'attendait pas à autant d'inscriptions. Et d'ailleurs, c'est ça, on est en train de discuter justement pour peut-être faire une journée dédiée à ce concours et pouvoir donner la chance à tous ces inscrits. Il y a eu combien d'inscrits ? 200 inscrits. 200 inscrits. 200 inscrits et donc on voudrait donner la chance à ces 200 inscrits parce qu'il y avait des projets aussi très très intéressants. On s'est dit bon, on ne peut pas laisser passer tout ça. Et le concours a lieu quand, comment que ça se passe? On n'a pas encore prévu de date. On discute justement avec nos partenaires qui nous ont accompagnés, mais je pense que d'ici un mois et demi, on l'organisera dans un espace dédié autour de ça. Et le lauréat? Alors, gagnera un accompagnement par un espace un incubateur et puis un hébergement pour son site web et ses adresses mail par nos partenaires. Très bien. Et justement, Amine, vous avez fait aussi une conférence par rapport à la sécurité des enfants sur tout ce qui est réseau social. L'utilisation des ordinateurs en général. Et justement, ce que je cherchais justement à faire comprendre aux parents, c'est que d'abord, ça commençait par leur éducation à eux. Donc, il fallait d'abord commencer par repérer les indicateurs eux-mêmes pour ensuite essayer de les enseigner à leurs enfants et pas forcément de les enseigner de façon directe. Ça peut être aussi un encadrement de l'éducation toute simple, de monitorer, de superviser de loin. Donc on n'est pas obligé d'être intrusif avec l'enfant justement pour lui interdire. Justement, on peut tout simplement le contrôler, l'orienter vers des trucs qui vont être plus acceptables que d'autres, selon son âge bien sûr. Un contrôle parental, mais pas forcément verbal. Non, tu joues pas, non, tu fais pas parce que... Ça, se fait de loin, ça peut être limite transparent pour l'enfant. C'est-à-dire, lui, quand il va essayer d'aller vers un réseau social, ça ne va pas fonctionner. Alors que c'est vous qui avez bloqué derrière. Donc pour les jeunes enfants, ça peut fonctionner très facilement. Ils ne vont pas comprendre ce genre de restrictions. Alors pour un ado, ça peut être un peu plus difficile. Justement, on peut mettre... un contrôle parental, voilà. On peut mettre un contrôle parental un peu plus permissif, c'est-à-dire on peut limiter les heures d'accès vers les réseaux sociaux. Ça se fait couramment dans des autres pays où on interdit justement l'accès aux réseaux sociaux par les parents justement ou par le gouvernement carrément vers plus de 21 heures par exemple. C'est-à-dire l'accès va être restreint et pour l'ado, on va aller vers des limitations d'heures de jeu. C'est-à-dire on va lui laisser 3 heures de jeu, on va dire 4 heures, 5 heures. C'est à vous de voir en période des vacances, 4 heures, 5 heures, c'est un petit peu beaucoup, non? Oui, mais justement, il ne faut pas sous-estimer l'impact du jeu pour l'enfant. C'est-à-dire on apprend plus facilement en jouant que tout simplement, pour moi, je pense c'est plus facile d'apprendre en jouant que d'être derrière les bancs de l'école. Si on arrive à lui faire... Oui, pour les enfants, c'est clair que quand ils apprennent avec le jeu, c'est beaucoup plus simple et ils assimilent beaucoup plus facilement. Voilà, mais 4 heures avec un écran, en tout cas la semaine prochaine, on aura une émission justement sur les écrans. Et je pense qu'on va en reparler. C'est clair que jouer à l'extérieur, jouer dans des parcs ou aller faire du toboggan et ce genre de choses, on apprend aussi pas mal de choses. On apprend les mouvements, on apprend à gérer son corps aussi. On apprend on apprend avec le jeu, mais d'une autre manière. Et vous vous occupez justement à l'OPLA, vous vous occupez des aires de jeu et pas tous les aires de jeu, justement. Voilà. Par exemple, les aires de jeu de Sablette, de Ben Aknoun, des Grands Vents et tout ça. Donc c'est l'OPLA qui gère ces espaces-là. Exact. Donc j'ai envie de dire, nous, on est dans la version classique du jeu en fait. On est là pour laisser laisser les enfants jouer librement dans les espaces. Donc c'est de grands espaces. Ouvert au public, là où donc dès qu'il y a du soleil, donc même sans les vacances, dès qu'il y a un peu de soleil, donc il y a les enfants qui envahissent les lieux, qui courent partout. Je crois que c'est ça le but en fait, c'est de laisser l'enfant dépenser l'activité physique. Donc aussi nos espaces sont tous équipés de petites aires de jeu, donc des aires de jeu, donc il y a des équipements simples pour les tout petits enfants. À la saison estivale, donc on est à la veille de la saison estivale, on fait appel à des professionnels pour mettre des équipements, des toboggans et tout ça, pour que l'enfant puisse justement se dépenser et fuir un petit peu les écrans. Voilà, exactement, c'est aussi fuir un petit peu les écrans. Alors tout ce que je vous propose, c'est le reportage de notre journaliste Yasmine Blihidja qui s'est déplacée justement au Salon international du jeu et des jeux et des enfants, voilà, justement, et on revient tout de suite après. Sijla, le Salon international du jeu et de l'enfant.
où on découvre différents jeux pour différentes tranches d'âge. Jouer est un besoin d'épanouissement, mais aussi un moyen qui permet le développement, la coordination de multiples équilibres et surtout des compétences cognitives. Les jeux sont importants pour les enfants parce que premièrement, c'est ludique. C'est-à-dire que l'enfant approche par le jeu. L'enfant apprend par le jeu. L'enfant n'apprend pas normalement, n'apprend pas en utilisant à table ou en faisant un travail. Les enfants apprennent dans le jeu. Donc c'est pour ça que le jeu il est important. L'enfant prend tout à la légère. Donc il a besoin de cette légèreté, de ce jeu, de cette subtilité du jeu qui puisse en fait, développer des compétences de coordination. La salle qu'on a derrière nous, un peu, elle est un peu d'obédience sensorimotrice, c'est-à-dire elle va utiliser la sensation et le mouvement pour développer des compétences chez les enfants. Il faut favoriser d'abord les jeux libres, ne pas trop guider. Les jeux libres, c'est-à-dire des jeux où l'enfant il va un peu faire appel un peu à son imagination, faire appel un peu à son corps, le fait de bouger, de sauter, de jouer au ballon. Donc c'est les jeux en fait où le mouvement y est intégré. Donc le jeu où il n'y a pas beaucoup de mouvement, c'est pas très intéressant pour un enfant de bas âge ou un enfant en plein processus de développement. L'enfant, il a besoin de bouger, il a besoin de jouer. Il s'exprime mieux en jouant. On voit des trucs, des détails que peut-être on ne peut pas voir sur table ou là ailleurs. Donc le jeu aussi développe beaucoup de compétences, que ce soit motrice, que ce soit comportementale, que ce soit beaucoup de choses. Parce qu'en fait, un enfant qui arrive à se gérer, qui arrive à jouer, il s'exprime, il extériorise un peu les angoisses à la journée, tout ça fait qu'un enfant devient un peu apaisé, il gère mieux ses émotions. Du coup, le jeu est très très important dans la vie quotidienne de l'enfant. Trampoline, toboggan et plein d'autres jeux qui font le bonheur des petits. Mais est-ce que ces jeux sont adaptés pour la sécurité des enfants? Effectivement, certains jeux peuvent être dangereux, de par leurs matériaux. De ce fait, la présence d'un adulte est toujours nécessaire. Les enfants sont équipés en genouillère, en protection des coudes, ils ont même un casque, etc. Donc quand c'est à l'intérieur de la cour, dans la maison, il n'y a pas de souci. Mais si on doit sortir, il y a toujours le matériel de sécurité qui va avec. Et toujours, bien sûr, ils sont toujours accompagnés, ou moi, le papa, les grands-parents éventuellement. Donc les enfants ne sortent pas seuls, ça c'est exclu. Généralement, il n'y a aucun jeu qui est sécuritaire. Il faut toujours la présence d'un adulte. Et aussi, il faut jouer sur les matériaux, voir quels sont les matériaux nécessaires. Il y a des matériaux qu'on ne peut pas voir ou comprendre l'origine. Ça peut être dangereux aussi. Donc nous n'avons pas assez de recul sur les matériaux qu'on utilise avec nos enfants, surtout les plastiques transformés. Donc il y a beaucoup de matériaux sur lesquels on ne connaît pas comment ça se passe. C'est pour ça que nous, on opte pour des matériaux qui sont sans parabènes, qui sont vraiment dédiés à ce genre d'exercice. Les jeux qu'on a dans notre salle, oui, c'est une salle déjà aménagée, spéciale, adaptée, sécurisée. C'est une salle spécialement pour les enfants. Oui, on a des jeux de trampoline, des toboggans, des balancements. Et bien sûr, on a toujours des personnes, des individus adultes qui sont là pour les aider, d'ailleurs même les enfants qui ont peur, par exemple, il faut un petit peu la peur. Ils ont besoin de se sentir mahmiyin. Voilà. Des fois, c'est la présence d'un adulte pour y aller de l'avant. On utilise généralement tout ce qui est safe, peu importe la commodité de l'enfant et leur cas. On n'utilise pas beaucoup de couleurs afin de ne pas les agiter ou surtout s'ils ont des besoins spécifiques. On utilise des jeux qui sont communicatifs et qui les poussent à parler et être créatifs tout en gardant un esprit sain. Laisser les enfants jouer est certainement nécessaire pour leur développement et leur épanouissement. Cependant, leur sécurité est un poids très important. Soyez vigilants. Voilà, ils sont adorables ces enfants. Ils s'amusaient bien apparemment, il y avait un riche programme d'après le reportage déjà. Mais est-ce que 3 jours c'était suffisant? Non, je pense que ça aurait dû durer 1 mois.
Exactement. On aimerait jouer tout le temps, c'est vrai. Exactement. Oui. Mais les 3 jours ont permis en fait aux parents et aux enfants de découvrir de nouvelles choses. Le jeu calme déjà, chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir très souvent. Et puis de connaître aussi, de découvrir des clubs scientifiques, de donner envie aux enfants d'aller plus loin dans leurs études et que l'université, c'était pas uniquement apprendre par cœur, qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire. Et les clubs universitaires ont fait vraiment un très beau travail durant ce salon. Je les remercie. Et les enfants à besoins spécifiques n'ont pas été mis à l'écart, au contraire, parce que d'habitude, on les oublie. On en parle souvent dans Ma famille, ma vie. Souvent, on les oublie, mais pour ce salon, ils n'ont pas du tout été mis à l'écart, au contraire. Pas du tout. Déjà, l'espace a été pensé pour eux. Généralement, les espaces des couloirs des salons, c'est 2,5 mètres. Nous, on en a fait 4,5 pour que, justement, ils puissent circuler. Voilà, circuler librement. On a essayé aussi de parler des enfants non-voyants et malvoyants, et de faire découvrir aux autres, que ce soit parents ou enfants, ces enfants-là, comment ils vivaient. On a installé une chambre noire, on a fait de la lecture en braille à l'intérieur pour les enfants voyants et non-voyants. Donc ils ont découvert en fait, exactement, ils ont eu une expérience inclusive, et c'est ce qu'on voulait vraiment. C'était cette inclusion de tous et de découvrir aussi ce que vivait l'autre à travers une expérience. Donc c'était la lecture dans le noir. Et vraiment, les enfants sont sortis, plus que les parents, hein, ils sont sortis étonnés. Ah, mais c'était bien, mais c'est bien aussi. Et que oui, tiens, finalement, écouter une histoire, c'est pas plus mal. Hein, on n'est pas obligé de la lire. Parfois, c'est compliqué. Il y a des enfants qui ont des troubles aussi et qui ont des dyslexies, qui ont du mal à lire. Ils se disent, ah putain, finalement, je peux écouter une histoire, je peux le faire autrement. Et c'est ce qu'on voulait, c'est que les gens comprennent qu'il y a des solutions et qu'on peut faire autrement. Et faire vivre aux autres l'handicap des enfants à besoins spécifiques pour leur faire un petit peu ressentir ce qu'ils sont en train de vivre et pour qu'ils vivent l'expérience, pour qu'ils comprennent exactement ce que vit l'autre. C'est-à-dire qu'au départ, les enfants réagissent très vite par de la moquerie ou par du rejet. Oui, c'est vrai que les enfants, ils sont assez virulents, assez méchants entre eux, mais je pense que ça revient aux parents de les éduquer, de les sensibiliser par rapport à ça. Exactement, c'est la méconnaissance, et donc plus ils connaissent les choses, plus ils vont les accepter, et plus ça sera tout à fait normal d'avoir un enfant qui a ses troubles à leur côté, et on évitera des moqueries, on évitera des traumatismes plus tard pour ces enfants-là, et même pour ceux qui ne le vivent pas, mais qui ont à côté d'eux cet enfant, et ben pour eux, ce sera tout à fait normal. Et il y a eu aussi des conférences justement avec des associations, avec des spécialistes, même pour les enfants à besoins spécifiques. Oui, absolument. On a eu la chance d'avoir un ergothérapeute à nos côtés qui a fait une conférence. Donc c'est une spécialité qui n'est pas très connue en Algérie, ils ne sont pas nombreux d'ailleurs, qui a fait découvrir à beaucoup qu'aujourd'hui peut-être le fait de ne pas maîtriser son corps, de ne pas maîtriser son espace pouvait être une des conséquences des troubles qu'on est en train de voir aujourd'hui chez les enfants. Donc ça, c'était une des conférences. On a eu aussi d'autres spécialistes qui sont venus discuter de tout ça, et des associations qui sont venues aussi en tant que parents expliquer ce qu'on vivait en tant que parents et comment on pouvait trouver des solutions pour nos enfants. C'est vrai que souvent les associations ou fondations qui se lancent dans ça, c'est parce qu'ils vivent la situation, parce qu'ils ont un enfant ou un frère ou une sœur ou un parent qui est dans cette situation, donc ils se lancent dans ça, ils se donnent à fond dans ce qu'ils font, et ça réussit souvent, et je leur souhaite bien du courage parce que ce n'est pas facile tous les jours. Exactement. Voilà. Il y a eu aussi de la programmation. Alors, de la programmation ludique, je ne vois pas comment. C'était tout bête, tout simple. On prenait des enfants entre 10 et 15 ans pour être sûr qu'ils connaissent bien leur géométrie. D'accord. Et on leur apprenait à faire à un ordinateur des dessins. D'accord. Ça peut paraître super bête dit comme ça, puisqu'un dessin, il suffit de prendre une feuille de papier et dessiner tout simplement. Mais l'expliquer à l'ordinateur, c'est ce qu'on appelle la base de l'algorithme. Donc si on arrive à structurer les idées correctement et lui donner une suite d'instructions qui est claire, l'ordinateur le fait pour vous. Donc on commence tout simple, on commence par dessiner des petits mandalins ou des petits carrés, tout simple. Et l'enfant, quand il voit ça, il commence à enlever cette barrière que c'est magique, déjà l'informatique c'est compliqué, je ne peux pas aller vers ça. Oui, c'est ce qu'on se dit en général. Moi j'allume un ordinateur, c'est pour taper, c'est pour me connecter, on cherche voir pas à savoir ce qu'il y a derrière. Mais après, on se dit que c'est peut-être un petit peu trop compliqué de donner des ordres à un ordinateur pour qu'il
pour qu'il fasse un jeu ou un dessin ou... C'est tout à fait l'inverse. En fait, on a utilisé Scratch. Scratch, qui est un langage de programmation qui a été pensé justement pour les enfants. C'est-à-dire, je prends souvent l'exemple des Lego. Nous, quand on était enfant, on n'était pas architecte, mais pourtant on empilait les Lego. C'était tout bête. On faisait de belles constructions aussi. Exactement. Scratch, c'est pratiquement le même principe. Scratch. On attrape des blocs, on les colle ensemble, on peut faire des histoires interactives, on peut faire des jeux, on peut faire plein de trucs. En fait, on est limité que par notre imagination. Et l'imagination des enfants, elle est Ils ont que ça à revendre. Donc on est parti sur ça, déjà commencer à leur apprendre les bases de l'algorithmique. Ensuite, on part vers autre chose, qui est de leur montrer un jeu vidéo. On leur demande si c'était compliqué, si ça paraît compliqué. Et justement, on essaie de casser cette image que c'est compliqué. Je leur montre le code du jeu vidéo et en le lisant, ils découvrent eux-mêmes qu'ils arrivent déjà à comprendre le code et l'interpréter. Déjà ça, c'était un moment magique pour moi. Je ne pensais pas qu'ils allaient être aussi réceptifs et être aussi à l'écoute. Surtout qu'on a eu des plus jeunes que 10 ans. Il y en avait certains de 8-9 ans comme ça qui arrivaient à saisir très rapidement, très vifs. J'ai vraiment apprécié ce petit touche de vivacité qu'il y avait. Et en leur montrant ça, ce qu'on cherche réellement, ce n'est pas de les pousser vers le métier de programmeur, mais juste, vu qu'on se dirige vers un avenir qui va être de plus en plus numérique, c'est de les pousser. C'est un petit peu comme quand on étudie les sciences, c'est pas pour devenir docteur, c'est justement pour expliquer aux docteurs ce qui ne va pas chez nous. C'est la même chose pour la programmation. C'est-à-dire si on arrive à comprendre les bases de la programmation, demain si on a envie de faire un logiciel, on pourra discuter avec un informaticien de profession et lui expliquer exactement notre besoin. Donc c'était un petit peu la petite graine qu'on voulait semer chez nous. Et les parents, comment ils ont réagi? Les parents, curieusement, je n'y attendais pas, mais ils étaient aussi impliqués que les enfants. C'est-à-dire, ils répondaient à mes questions. J'essayais d'enthousiasmer les enfants. Mais c'est plus les parents. Parce qu'on veut comprendre nos enfants aujourd'hui. C'est cette génération qu'on veut. Donc, c'était un petit peu. C'est vraiment curieux comme expérience. Donc, on les voyait, ils étaient en train de répondre. Un angle d'un carré, c'est 90 degrés. Il y avait le parent qui répondait à la place de l'enfant. Il faut dire qu'on reste quand même de grands enfants aussi. Voilà, exactement. Donc, même pour eux, c'était magique un petit peu de casser cette magie. C'était quelque chose d'important pour eux, de voir qu'en vérité, c'est pas si compliqué, même si en vrai, on va pas se le cacher, la programmation, ça reste un métier. Mais juste de comprendre les bases de l'algorithme, je leur donnais souvent pour exemple le fait de faire une recette. Une recette, c'est tout bête, vous suivez les instructions et c'est exactement ça un algorithme. C'est exactement ça. Donc déjà de rapprocher ces deux univers, ça leur permettait d'appréhender un peu mieux l'univers qui est la programmation. Donc c'était grosso modo le résumé de l'expérience que j'ai eue avec les enfants. Belle expérience apparemment avec les parents aussi. Ça m'a beaucoup marqué, je pense que je vais garder ce bon souvenir. En refaire d'autres, exactement. Et justement, est-ce qu'il y a eu beaucoup de parents, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'influence, beaucoup d'enfants? C'était du 1er au 3 juin, donc c'était un week-end, c'était la journée de l'enfance aussi, donc forcément il y a eu du monde. Il y a eu du monde, déjà jeudi à l'ouverture, on ne s'attendait pas, on s'est dit bon, jeudi ça va être tranquille, on va pouvoir tout. On a ouvert les portes, il y avait un monde fou. Les parents étaient très contents. Ils se disaient tiens, on vient jeudi justement pour éviter le vendredi, pour pas qu'il... Ah oui, c'est vrai, effectivement. Donc oui, beaucoup. Et justement, je regarde ce que disait Emile, les parents participaient. Parce que, ils nous ont dit mais nous, on n'avait pas ça à notre époque. Moi aussi, je veux comprendre et j'ai jamais compris ces choses-là. Donc, ils ont participé. Il y a eu, à la fin, on a eu des enfants qui sont sortis, qui savaient déjà ce qu'ils voulaient faire plus tard. C'était génial parce qu'on a aussi invité un robot humanoïde avec la société Adaming. Donc, ce robot est venu, il a interagi un petit peu avec les enfants. Et les adultes, je pense aussi. Oui, ils étaient curieux. Et c'était drôle, on lui a fait parler plusieurs langues. On l'a fait parler en anglais, en français, un petit peu en arabe. Et c'était très sympathique. Et après, j'ai laissé les enfants toucher aussi le robot, lui serrer la main, voir un petit peu comment il était, où est-ce qu'on devait appuyer. Et la dame, en fait, qui faisait la programmation du robot, était assise derrière. Et beaucoup venaient et regardaient qu'est-ce qu'elle est en train de faire sur son PC. Et ils ont compris qu'en fait, il y avait de la programmation derrière, qu'il y avait des choses à faire sur l'ordinateur avant pour pouvoir le faire parler. Et il y en a 2 ou 3 qui sont sortis. Maman, moi, je les entendais. Moi, je vais être mécanicien de robot quand je serai grand. Je vais être un mécanicien pour robot. Et voilà, c'est ce qu'on voulait justement. On voulait que ces enfants comprennent qu'il y a des choses qui sont possibles pour eux. D'ailleurs, on avait mis des petits totems de personnages, d'astronautes, pour que les enfants se prennent en photo. Et il y a eu tout un débat avant le salon autour de ça. Est-ce qu'on met des personnages de dessins animés ou est-ce qu'on fait autre chose? Après, on s'est dit non, on va mettre autre chose. Pourquoi? Parce que cet enfant qui va être derrière, demain, il va montrer sa photo aux gens et on va lui dire Inch'Allah, oui, tu seras, Inch'Allah, tu seras comme ça. Et ça va l'encourager. Et c'est ces idées-là qu'on a envie que les enfants se mettent en tête.
Tout est possible. On peut le faire, qu'on soit en Algérie ou dans un autre pays, c'est possible. Il y a des gens qui le font, donc nous aussi on peut le faire. Il n'y a pas de barrière, sauf les barrières qu'on se met à soi-même. Exactement. Voilà. Tout à fait. Cette première édition avait vraiment cette ambition. Eh ben, j'espère que la prochaine sera pour bientôt déjà. J'espère que ce ne sera pas jusqu'au 1er juin prochain. Je ne sais pas comment vous avez l'intention de le faire. Est-ce que ça sera annuel? Donc ce sera pour le 1er juin prochain? Alors pour Alger, oui, annuel. Mais on espère être en région très bientôt, à l'est, à l'ouest. Donc Oran et Sétif, c'est les 2 villes. Et puis on croise les doigts pour pouvoir faire une caravane au sud et faire voyager un petit peu ce salon. Eh ben, super, Inch'Allah. On continue à en parler. On va continuer à en parler. Parler aussi de votre présentation justement par rapport à la sécurité des enfants face aux écrans, face aux réseaux sociaux, face aux jeux, parce qu'aujourd'hui les enfants sont très connectés, ils jouent en réseau. On jouait aussi en réseau, on jouait avant de jouer en réseau, on jouait avec une console, avec une télé, et on avait des astuces, et puis pour ne pas arrêter le jeu, on enlevait la fiche. Je ne sais pas si vous connaissez cette astuce. Oui, justement, je l'ai beaucoup. Quand les parents disaient ça y est, on doit stopper. Non, il ne fallait pas stopper, il fallait continuer à jouer. Exactement. Mais à ce moment-là, les parents n'étaient pas réellement inquiets parce que on avait l'enfant qui était là, on jouait tout seul avec un jeu en solo. Oui. Ou là, à 2, s'il y a une deuxième manette ou autre chose. Là, les jeux sur les réseaux, les parents se posent déjà beaucoup de questions. Qui y a derrière, justement? Comment savoir si mon enfant n'est pas en train de parler à un prédateur? Parce que maintenant, les jeux, c'est en réseau et on peut être en réseau avec le monde entier et avec des chats et tout ça. Et comment assurer la sécurité à ce moment-là? Ça devient un petit peu compliqué quand on commence à parler de jeux en ligne. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le parent doit être impliqué dans tous les processus de l'activation du jeu. C'est-à-dire, on va commencer par déjà sensibiliser le parent. Il faut qu'il comprenne lui-même quels sont les risques et comment les éviter. C'est-à-dire, il y a des petits gestes simples, comme ça peut aller de ne pas publier sa photo de profil, à ne pas s'enregistrer avec son compte Facebook ou autre sur un média qu'on ne connaît pas et donner un mot de passe, de diversifier les mots de passe. Ça peut être plein de petits gestes comme ça que le parent doit maîtriser avant d'aller vers l'enfant pour lui expliquer déjà. Donc il faut d'abord éduquer le parent. Le parent, ça commence toujours par le parent. Donc on commence par éduquer le parent. On lui montre ces petites failles de sécurité qu'il y a sur les réseaux ou sur Internet, c'est l'ensemble de problèmes qu'il pourra rencontrer. Ensuite, on va partir plus vers le parent de façon à ce qu'il va encadrer son enfant, mais sans être forcément intrusif. C'est-à-dire que ça peut passer par du contrôle parental, des applications toutes bêtes que j'étais très surpris de voir qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient et qui sont pourtant installées par défaut sur les tablettes ou les smartphones. D'accord. Il suffit tout simplement d'y aller, de mettre un code et on peut limiter les heures. Mais on ne les voit pas sur les tablettes. Quand on prend un téléphone ou une tablette, il y a les icônes de tout ce qu'on veut, de réglage, de tout ça, mais il n'y a pas une icône, on dit une icône, voilà, une icône. De contrôle parental. Contrôle parental, oui, c'est écrit contrôle parental. Il n'y a pas ça. C'est pas aussi clair. Voilà, c'est exactement. Mais il y a écrit Kids. Déjà, la plupart des applications, ça s'appelle Kids. Kids, quand on achète un nouveau téléphone, Kids, on est curieux. Kids, ça fait quoi ça? Il faut que je clique. Et généralement, quand ce n'est pas installé, ce n'est pas forcément une barrière en soi. C'est-à-dire on peut les télécharger gratuitement sur Internet. Il y a plein d'applications de contrôle parental, que ce soit pour les tablettes, les smartphones ou même les ordinateurs, qui sont beaucoup plus poussés. On peut avoir directement un rapport sur son propre téléphone. C'est-à-dire que vous pouvez carrément acheter un téléphone à votre enfant et avoir une façon de le contrôler à distance sans aller forcément lui prendre son téléphone et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est l'espionnage, ça, on espionne ses enfants. Oui, effectivement. Mais quand on a peur, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si vous voulez, c'est le même principe que de regarder par la fenêtre quand son enfant joue pas un jeu dehors. Voilà. C'est presque pareil. Si l'enfant ne remarque pas, déjà il se sent un petit peu plus libre, donc ça passe un petit peu. Et je pense que c'est un prix à payer pour justement le garder un petit peu à l'œil, parce que les dérives elles sont très faciles sur Internet. Exactement. Donc il faut toujours garder ça à l'esprit. Internet, ça peut avoir l'air plus sûr parce que l'enfant, justement, il est à côté de vous, il est en sécurité, il n'y a personne qui le menace directement. Mais comme on parlait de cyberharcèlement tout à l'heure, ça peut être aussi sur les réseaux. D'ailleurs, cyberharcèlement, ça vient de là. Donc, il peut subir des violences indirectement et sans que vous vous en rendiez compte. Donc, c'est important d'avoir un accès vers sa tablette, son smartphone ou son PC, justement pour essayer de contrôler un petit peu tout ça. Est-ce que l'enfant peut s'en rendre compte?
Surtout l'adolescent, parce qu'ils sont assez malins, les adolescents, ils arrivent à trouver des choses. L'adolescent, ça peut être un petit peu problématique, mais ce que je conseille à ce moment-là, c'est que, bon, j'ai pas d'adolescent, mais je conseille toujours de partir vers une négociation. C'est-à-dire de lui dire tout simplement, voilà ce qu'il y a, voilà ce que tu as le droit de faire, voilà ce que tu as le droit de ne pas faire. Et négocier avec lui. S'il est sage, on peut lui permettre de jouer un peu plus longtemps sur son téléphone. S'il n'est pas, justement, on peut lui bloquer à distance sans forcément partir vers tu me donnes ton téléphone, je vais le cacher, je vais le chercher. Je vais couper la Wi-Fi. C'est exactement ça. Donc on peut y aller de façon beaucoup plus simple et tout simplement de bloquer son téléphone pendant quelques heures, je ne sais pas, même pour les empêcher de veiller tard le soir. On n'est pas obligé d'être tout le temps. Si on a envie de dormir à 22h, on n'est pas obligé de... Il faut arrêter les écrans 2 heures avant parce qu'on ne sécrète plus de mélanine. Et quand on ne sécrète pas de mélanine, on ne s'endort pas. C'est l'hormone du sommeil. On peut directement, maintenant, vu que c'est l'été, on peut se permettre de veiller un peu plus tard. Donc on peut contrôler directement ça avec son smartphone et lui dire, voilà, tu m'éteins ça vers 22h, je ne sais pas moi. Et ça m'éteindra tout seul. Voilà, c'est à vous de gérer votre enfant et de lui dire à quelle heure justement il doit arrêter de se connecter. Donc tout d'abord, il faut que les parents soient informés. Exactement. Il faut installer une application. Si l'application existe déjà, tant mieux, l'activer. Si elle n'existe pas sur la tablette, on n'arrive pas à la trouver. Si on n'arrive pas à la trouver, on peut installer une autre et ça marche. C'est pas comme pour les antivirus. Je sais quand on installe 2 antivirus, ça ne marche pas. Ah oui, ça se contredit. Oui, exactement. Mais non, c'est pas du tout le même principe. C'est-à-dire là, on est là pour contrôler justement l'enfant. Donc il n'y a pas d'interaction négative. Donc il suffit de télécharger n'importe quelle application sur le net et de voir les notes qu'elle a reçues. Généralement, c'est les parents qui vont noter ce genre d'application, se référer aux commentaires et voir un petit peu comment ça fonctionne. On peut voir des petites vidéos très courtes qui vont aller de 10 à 1 minute à peu près. Pour vous expliquer le fonctionnement. De voir le fonctionnement à peu près et de voir à peu près les possibilités que nous offre ce genre d'application. Donc la prise en main est très facile. On l'installe sur le téléphone de notre enfant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ni vu ni connu. On va commencer à limiter les accès aux sites qu'on juge par exemple dangereux. Exactement. On peut limiter l'accès aux réseaux sociaux. Par exemple, j'ai remarqué un truc cette année, les enfants ils ont tendance à être de plus en plus hyper connectés sur les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est un petit peu dangereux ce genre de comportement, surtout de donner son nom et son prénom à un réseau social. Si on publie quelque chose, il faut savoir que sur Internet c'est très difficile de supprimer du contenu. Donc si l'enfant fait une erreur, ça peut lui suivre toute sa vie. Toute sa vie, exactement. Donc, surtout pendant la période de l'adolescence. Exactement. Et surtout avec les réseaux sociaux comme TikTok, comme Instagram, où c'est plus l'image. On peut faire comme l'adolescent peut faire comme ses pairs et se mettre à faire des vidéos, se prendre en photo ou dire des choses qu'il regrettera plus tard. Exactement, et à ce moment-là, ça c'est compliqué. Il faut savoir protéger l'enfant parce qu'il est en train justement de se construire. Donc il faut savoir qu'il faut maîtriser tout ça. Essayer de le limiter, pas forcément lui interdire, mais de le limiter un petit peu, de le faire se sensibiliser. Parce que ce genre de contenu il peut avoir un impact pendant toute sa vie. Il peut rater une opportunité de carrière juste à cause d'un contenu qu'il a posté quand il se construisait encore. Donc il suffit de limiter l'accès sur l'application, de dire voilà, tu m'installes, je t'autorise à aller sur Facebook et pas sur Instagram par exemple. Je t'autorise à aller sur TikTok, mais seulement pendant cette tranche d'heure. Tu pourras aller regarder, etc. Donc c'est très important de les prendre en main et justement de leur expliquer l'impact des réseaux sociaux. Ça peut aussi partir, on parlait tout à l'heure du cyberharcèlement aussi. Donc si on les expose tout le temps aux réseaux sociaux, il y a plus de chances qu'ils se fassent harceler ou qu'ils harcèlent à son tour quelqu'un. Donc il faut vraiment encadrer ça. Il faut encadrer, il faut éduquer, éduquer les parents, éduquer les enfants. Voilà, ça commence toujours par les parents. Moi je suis très 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 direct vis-à-vis de ça. Il faut passer par les parents. Dès qu'on explique ça aux parents, il suffit de prendre en main en fait. C'est pas si compliqué que ça. En plus, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas vraiment de clash entre le parent et l'enfant à ce moment-là. C'est vous qui décidez, c'est vous qui imposez. Et, puis et il faut toujours communiquer avec ses enfants. Il faut toujours, si on installe la communication dès le plus jeune âge, si on a l'habitude de parler de tout avec son enfant, sans tabou ni quoi que ce soit, essayer de lui expliquer, prendre les mots selon l'âge, bien sûr, les mots, choisir ses mots et tout lui expliquer. Tout simplement, l'enfant reviendra vers ses parents, communiquera avec lui et il y aura moins de risques. Voilà, ça deviendra le parent deviendra un point de repère. S'il ne sait pas, il va demander à son père, ou sa mère, tout simplement. Oui. Alors, je rappelle le numéro de téléphone. Aujourd'hui, on parle des jeux et loisirs. Nos enfants sont-ils en sécurité? C'est le thème du jour. Donc, si vous voulez nous appeler, nous poser des questions, participer, une seule chose à faire, nous appeler au 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et le jeu, c'est aussi en extérieur.
extérieur. Et c'est souvent en extérieur. Notre génération, c'était surtout en extérieur. On jouait plus à l'extérieur. Là, aujourd'hui, il y a des espaces de jeu où les enfants peuvent aller, peuvent se dépenser. Mais sont-ils en sécurité dans les espaces que vous gérez? Il faut savoir que vous ne gérez pas tous les espaces de jeu. L'OPLA n'est pas responsable de tous les des espaces de jeu. Quels sont à peu près les espaces que vous gérez? Donc, il y a plusieurs parcs urbains, des forêts, des promenades, comme la promenade des Sablettes. Donc, on a aussi la petite forêt de Ben Aknoun, c'est celle qui est en face le 5 juillet. Il y a aussi le parc des Grands Vents. Donc, nous, on est plus sur les grands espaces, là où on privilégie la dépense, même si aujourd'hui, on est dans une génération smart, donc on doit suivre, qu'on le veuille ou pas. Mais moi, je suis plus trottinette et patin à roulettes et vélo, donc à suivre les enfants partout, à écouter, j'ai envie de dire, la joie des enfants en jouant, aussi parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est dans un... C'est pas pour contredire mes amis, mais aujourd'hui, les écrans, ça nous rend un petit peu individualistes et on a envie d'interréagir, qu'on reste en contact. On est un peu dans sa petite bulle et on est moins sociable. Voilà. Même si aujourd'hui, on est dans l'obligation de suivre ce nouveau monde. Donc, ce n'est pas notre génération peut-être, mais c'est celle de nos enfants. Donc, on est obligé de les suivre. Mais il faut de temps en temps aussi les laisser courir, tomber, connaître la douleur. Donc tout ça. Mais maintenant, si on parle de sécurité, tous les équipements des espaces que nous gérons, par exemple, sont des espaces sécurisés qui répondent aux normes. Même quand on fait appel à des professionnels pour la saison estivale où on met un peu plus d'équipements de jeu, les normes sont respectées. Il y a des commissions qui voient la conformité des installations et tout. Donc, il n'y a pas de problème de sécurité, mais toujours est-il, il faut surveiller son enfant, il faut rester derrière. Bien sûr. Quelles sont les installations qui sont les plus installées, on va dire? Il y a les toboggans. Donc, il y a les aires de jeu, donc les aires de jeu classiques, les petites aires de jeu, donc les toboggans, les balançoires et tout ça. Il y a aussi, donc maintenant, on ne peut pas fuir à ce phénomène de gonflable, j'ai envie de dire un phénomène parce qu'il est partout. Quand les toboggans sont installés dans les espaces que gère l'OPLA, par exemple, c'est des commissions qui contrôlent la qualité des équipements, la conformité et aussi la sécurité. Il y a aussi même, on peut aller même, enfin on va à inscrire une police d'assurance, donc la responsabilité civile pour, si jamais en cas d'accident, en cas de petits problèmes, de petits bobos, il y a l'assurance derrière qui peut prendre en charge l'enfant. D'accord. Et est-ce qu'il y a, par exemple, dans les aires de jeu que vous gérez, est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce que la protection civile est présente, s'il y a un accident ou quoi que ce soit, malheureusement un drame arrive, ça peut arriver si un enfant tombe ou s'il y a un accident, comment c'est géré sur le coup? Est-ce que c'est la responsabilité des parents ou est-ce qu'il y a déjà la protection civile? Comment faire? Si je reste sur les Sablettes, donc c'est l'un des plus grands espaces que les Algérois fréquentent aujourd'hui, et même les wilayas limitrophes et toute l'Algérie, surtout en temps des vacances. Il y a la présence justement de la sécurité civile, il y a un poste de la protection civile, pardon, et aussi donc il y a les agents de sécurité, il y a les responsables des sites qui font intervenir donc en cas de bobo de grave et qui font intervenir les pompiers et tout ça au moment opportun. D'accord. Et est-ce qu'il y a des manèges? Donc on a parlé des jeux gonflables, on a parlé des toboggans, des balançoires, mais est-ce qu'il y a des manèges aussi qui sont installés dans les aires de jeu que gère l'OPLA? Oui, donc par exemple, s'il y a la forêt de Ben Aknoun, il y a des petits manèges pour une tranche d'âge bien précise pour les petits enfants. Donc il y a des petits manèges, il y a des manèges mécaniques. Voilà. En général, c'est des manèges qui ne sont pas si dangereux que ça. Ce n'est pas les manèges des parcs d'attractions où il y a des grands 8, c'est ça? Voilà, des montagnes russes. Exactement. Donc c'est pas ce genre de manège, c'est tout des manèges. C'est plutôt pour la petite enfance, donc c'est sécurisé. Donc voilà, on mise beaucoup sur la sécurité de l'enfant, donc pour ce côté, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des contrôles justement de ces manèges-là? Est-ce qu'il y a un contrôle qui se fait régulièrement? C'est avant chaque saison estivale? Exactement. Donc il y a des commissions qui contrôlent la qualité, j'ai dit. Donc après aussi, donc à l'approche de la saison estivale, là où il y a beaucoup de monde, donc il y a un engouement, on contrôle les équipements. Donc aussi, il y a des équipements qu'on met
aux sablettes, mais qu'on ne met pas ailleurs parce qu'il y a la corrosion, il y a beaucoup de problèmes. Du coup, tout ça, c'est contrôlé par des commissions. Donc là où c'est géré par des organismes, j'ai envie de dire, donc je crois que c'est plutôt contrôlé et il y a on porte beaucoup d'intérêt sur la sécurité de l'enfant surtout. D'accord. Voilà. Et je voulais parler aussi d'un autre spot qui est très visité, on va dire, c'est Bouchaoui. Bouchaoui, il y a pas mal de jeux, il y a des balançoires, il y a des gonflables, il y a des petits manèges, un petit peu partout dans la forêt de Bouchaoui. Est-ce que ça fait partie des aires de jeux gérées par l'OPLA? Non, Bouchaoui, c'est pas l'OPLA. Je crois que c'est la localité, donc c'est la commune. Ce n'est pas l'OPLA, non. Oui, à Bouchaoui. Donc, à Bouchaoui, par exemple, ce n'est pas l'OPLA qui sont en charge, qui s'en occupent, donc qui gère le site. Site. Donc, non, du coup, on ne peut pas venir, par exemple, à l'OPLA dire que voilà, il y a eu un accident à Bouchaoui ou quoi que ce soit. Ce n'est pas à l'OPLA de répondre de ce qui se passe à Bouchaoui. Non. Donc, OPLA gère des sites bien précis, donc ce n'est pas tous les sites. Je crois qu'on est en train de gérer de plus en plus de sites et dans le but, justement, d'encadrer ces sites et ces parcs urbains et même les parcs de proximité. On est en train de mettre des EPIC derrière. Donc, les EPIC, c'est les entreprises sous tutelle de Wilaya d'Alger, pour encadrer justement ces espaces. Donc il y a une politique qui fait qu'on est en train de mettre les espaces sous gestion d'EPIC. D'accord, très bien. Donc Bouchaoui, ce n'est pas. Donc on rappelle les endroits justement pour qu'on sache quels sont les endroits qui sont réellement pris en charge, où on assure la sécurité, où il y a la protection civile, où si un malheur arrive ou si une agression, par exemple, peut arriver, ça peut arriver, c'est tout à fait normal. Donc, il y a moyen de déposer plainte ou de faire quelque chose. D'aller vers la sécurité, d'aller vers les agents de sécurité qui sont là, leur travail, justement, c'est de sécuriser les lieux, de prendre soin des petits et grands. Justement, ils sont là pour protéger les visiteurs. Donc, que ce soit les petits ou les grands. Donc, il y a plein de sites. Si je dois citer que la forêt de Ben Aknoun, que la forêt de la prise d'eau, donc Al-Harrach, les jardins de Bourouba, il y a plein. Il y a Ouedsmar, il y a les grands vents. Donc, on est un petit peu partout, jusqu'à aller à Ben Talha. On est un petit peu partout, donc pratiquement dans toutes les communes de la wilaya d'Alger, mais pas tous les espaces. Il y a des espaces qui sont gérés par les communes, les petits parcs urbains, il y a d'autres qui sont gérés par l'OPLA. D'accord. Est-ce qu'il y a une signalisation ? Oui, bien sûr. Donc tous les sites de l'OPLA, gérés par l'OPLA, il y a le logo OPLA, il y a la présence OPLA, il y a les agents de sécurité OPLA. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on pourrait appeler ? Est-ce qu'il y a un contact ou quoi que ce soit, ou on se réfère tout simplement aux agents de sécurité qui sont sur place ? On est présent sur les réseaux. Maintenant, on dit qu'on est plus digital. Oui, il faut aller avec son temps. On est une génération plus digitale. Je crois que c'est le thème de l'émission aujourd'hui. Donc, on est présent sur les réseaux sociaux. Il y a les téléphones aussi, les numéros de téléphone sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook, une page Instagram. On n'est pas encore sur TikTok, c'est un petit peu compliqué pour moi. TikTok, je pense que pour toute notre génération, c'est un petit peu compliqué le TikTok parce qu'on a du mal un peu à franchir le pas. Exactement. Voilà, exactement. On a plus de mal à aller vers lui. Oui. Mais ça peut être utile aussi TikTok. On voit que ça a changé parce que le TikTok au début, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'est normal, ça a pris un petit peu ses racines vers Instagram, mais aussi TikTok. C'est un petit peu une évolution d'Instagram. Tout comme Instagram a été une évolution de Facebook. C'est un petit cycle qui est en train de se poursuivre comme ça, donc c'est normal qu'au bout d'un moment on commence à décrocher. C'est un nouveau format qui est de plus en plus court, 10 secondes pour faire une pub ou une présentation, ça peut ne pas se prêter à toutes les entreprises ou pour faire leur publicité. Donc voilà, je comprends tout à fait que vous n'avez pas on est une génération speed, tellement speed qu'on n'arrive pas à les suivre. Donc si on veut viser les parents, on va aller sur Facebook. Voilà. C'est le réseau pour les vieux. On ne va pas dire vieux. Pour les personnes d'un certain âge, voilà. On va aller sur Facebook parce qu'on a le temps de lire, voilà, c'est beaucoup plus il y a un peu plus de maturité, on est plus posé. Exactement. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de faire une petite pause et puis après on revient pour continuer à parler des jeux et de la sécurité pour les enfants. Tout de suite après ceci.
Et voilà, de retour, on a vu des enfants jouer et c'est magnifique parce qu'ils apprennent beaucoup de choses avec le jeu, c'est important. Et on en parlait pendant vous avez fait une remarque, c'est vrai que les enfants, les tout petits, ont plus de choix, en plus, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'espace, de divertissement pour les tout petits, mais les adolescents ne sont pas aussi gâtés que les tout petits. Absolument, même au niveau des écoles, aujourd'hui on remarque, quand on est en maternelle, c'est le paradis, on ne fait que jouer, on apprend par le jeu. Mais une fois qu'on arrive à l'école et qu'on dépasse le primaire, on se retrouve avec moins d'activité physique, moins d'activité manuelle et on est vraiment sur nos cahiers scolaires et même à l'extérieur. Je pense que c'est un sujet aussi qui vraiment devrait... Et donc justement, Sejida, est-ce que vous avez visé aussi les adolescents? Absolument, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez proposé aux adolescents? Alors beaucoup de robotique. Oui. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont venues faire découvrir la robotique aux adolescents. Il y a eu les clubs scientifiques universitaires qui ont fait découvrir aussi leurs activités à travers leurs études. Donc par exemple, l'université de Delbahim, le club scientifique EGM, est venu faire découvrir le leadership à travers le jeu pour les adolescents. Donc comment on pouvait avoir une micro-entreprise, créer une micro-entreprise, être manager d'une entreprise, tout en jouant, en créant un petit jeu de société entre 2-3 adolescents. Et voilà, l'objectif, c'était de leur faire découvrir aussi que l'université pouvait être intéressante et qu'on pouvait faire des choses intéressantes. Et encore une fois, à travers le jeu. Donc le meilleur apprentissage est toujours à travers le jeu. Exactement. C'était plus un salon plus éducatif que de jeux et de loisirs, mais éducatif à travers le jeu. À travers le jeu et les loisirs, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, je pense que pour les jeunes enfants et les adolescents, ça va de pair. On ne peut pas on peut pas séparer, on ne peut pas dire voilà, là c'est le moment du jeu et là maintenant c'est les apprentissages, donc tu vas aller apprendre ta leçon. Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est vrai, quand ça devient un peu trop strict, que ça devient obligatoire, même pour nous, on va dire, il y a une citation qui dit fais ce que tu aimes et tu ne travailleras jamais. Voilà. Oui. Donc quand on fait ce qu'on aime, quand on travaille dans un domaine qu'on aime et qu'on apprécie, on a plus l'impression de passer un bon moment que de supporter le travail, on va dire. Absolument. Ça comme ça. Voilà. Et justement, en parlant de ça, je reviens encore aux adolescents. On attend d'arriver en terminale au bac pour commencer à expliquer à l'adolescent ce qu'il pourrait faire ou qu'il fasse son choix, alors que c'est au plus jeune âge qu'on le fait, à la petite enfance, parce qu'on a déjà des intérêts. Il faut essayer d'encourager justement tout ça pour qu'une fois adulte ou au moins jeune enfant, on sache, jeune adolescent, on sache vers où on veut aller. Exactement. Parce qu'une fois qu'on arrive en terminale au bac, c'est trop tard. Oui. Une fois qu'on arrive à la première année lycée où il y a l'orientation, oui. C'est une orientation assez, c'est soit lettres, soit sciences. Tout à fait. Et ceux qui ne doivent pas se mélanger. Voilà, oui, ils ne doivent pas se mélanger, exactement. Exactement. Et donc là, des adolescents se retrouvent un peu perdus. C'est vrai qu'ils aiment les langues, mais en même temps, ils ont un esprit analytique. Donc, alors, juste parce qu'ils maîtrisent une langue, on va leur dire tu es littéraire, alors vas-y, fais lettres, c'est mieux pour toi. Alors que non, ils maîtrisent juste une langue. Donc ça, c'est un travail qui doit vraiment se faire beaucoup plus tôt qu'à l'arrivée au lycée. Donc, et encore une fois, sensibilisation, il faut sensibiliser les parents. Parce que c'est eux qui vont accompagner l'enfant à travers son parcours. L'école, elle est là en supplément et puis on passe du primaire vers le collège, vers le lycée. Mais c'est le parent qui voit son enfant évoluer et qui l'accompagne dans ce... Cultiver ses intérêts. Si on voit qu'il s'intéresse à l'informatique, si on voit qu'il s'intéresse au dessin, si on voit qu'il s'intéresse à ce genre de choses, l'encourager. Si un jour il ne veut plus faire ça, il veut essayer autre chose, on l'encourage à essayer autre chose, à découvrir son potentiel au final. Comme ça, quand il arrivera j'allais dire en 9e année. Ancienne génération, on a quatrième. Voilà, quatrième. Plus vieille. Collège, voilà. Quand on arrive au BEM, déjà, on sait approximativement où est-ce qu'on veut aller. Si on veut aller vers les sciences, si on veut aller vers les lettres, les langues. Et puis en terminale, là, ça se précise encore plus. Il faut essayer d'aider et cultiver tout ça. Et essayer de jouer aussi. Et jouer, c'est aussi sortir et jouer sur les aires de jeu. Alors comment les parents peuvent-ils évaluer la sécurité d'un parc d'attractions ou un aire de jeu avant de permettre à leurs enfants d'y jouer? Est-ce qu'on peut déjà savoir si ce jeu est adapté voilà, à l'enfant ou... Donc, dans les différents espaces, donc si je parle des espaces gérés par l'OPLA toujours, il y a des espaces dédiés aux tout petits. Pour enchaîner, pour les adolescents par exemple, nous gérons plusieurs infrastructures sportives où nous avons beaucoup d'adolescents allant de l'équitation au football, au tennis. Donc les adolescents sont plus
comment dire, donc ils visent plus ce genre d'activité, donc physique, sportive, voilà. Ils sont plus foot. Et maintenant, il y a aussi un centre d'équitation que nous gérons. Il y a beaucoup qui se retrouvent au Caroubier. Donc il y a un club, il y a une école aussi de formation pour les tout petits, pour les initiés, donc les initiés à l'équitation. À partir de 10 ans, donc les pré-ados. Ils s'inscrivent, donc ils sont là, ils adhèrent au club, ils deviennent des cavaliers. Nous avons beaucoup de cavaliers adolescents qui font des compétitions, même internationales, au niveau de notre club d'équitation. Il y a aussi les infrastructures sportives et même les espaces gérés par l'office. Il y a toujours des terrains de proximité où les associations sportives ramènent les petits, les juniors, donc les petits, pour faire de l'activité sportive. Donc ça pour les ados, pour un petit peu tranquilliser les parents. Il y a quelque part des espaces qui peuvent absorber l'énergie de l'adolescent pour les donner après à la programmation et au digital. Pour c'est peut-être un petit peu ça l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il faut essayer de faire cohabiter les deux. Oui. C'est important non seulement d'entraîner son corps, mais aussi son cerveau. Donc il ne faut pas justement les mettre en contradiction, comme un petit peu on disait tout à l'heure, les littéraires et les scientifiques. Non, on peut faire des activités physiques et justement s'amuser à faire de la programmation ou à jouer à des jeux vidéo tout simplement. Voilà. Organiser ses vacances avec un temps de jeu très simple. Physique, classique, voilà, et un temps de jeu où on est sédentaire en face d'une console, d'une tablette, d'un téléphone. Voilà, tout à fait. J'aurais pas dit. Après, c'est vrai qu'il y a une différence entre donner un téléphone et être en face d'un jeu vidéo. Ça, il faut aussi que les parents en soient conscients. Un téléphone, c'est beaucoup plus dangereux. Plus difficile à contrôler, c'est ce qu'expliquait tout à l'heure Amine. Alors qu'un jeu vidéo, même s'il joue en ligne, il y a un chat qui va se mettre en place. Mais généralement, on va attirer l'enfant vers un autre univers. On va pas le cyberharcèlement et autres attaques ne vont pas se faire sur le chat, n'est-ce pas? Exactement. On va essayer d'entraîner un enfant vers un autre réseau social qui va être un peu plus permissif justement pour l'échange de conversations ou de photos ou de peu importe. Donc, généralement, c'est ce qu'il faut sensibiliser les enfants. D'accord, tu es en train de jouer à ce jeu-là, pas de souci, ce jeu, je le considère comme étant sûr. Mais s'il y a quelqu'un qui... C'est un petit peu comme on le faisait dans notre petite enfance à nous aussi. C'est presque pareil. C'est juste quelques petits mots qui vont changer. Donc voilà, il va t'inviter, non, n'y va pas. N'accepte pas les invitations sur Facebook. N'accepte pas les invitations des gens que tu ne connais pas. Essaye de ne pas mettre des photos sur chaque réseau social. Tu n'es pas obligé d'avoir chaque réseau sa propre photo. On peut faire une photo directement. On n'est pas obligé de donner son véritable nom. Réseau social, c'est pas une carte d'identité. On n'est pas obligé de donner les vraies informations que vous avez sur votre personnalité ou autre. Donc il faut faire attention justement à ça et essayer d'éviter un petit peu ce genre d'univers qui va... Et rester toujours avec ses enfants quand ils sont en face d'un écran. Voilà. Et même si c'est de loin, sur son téléphone. Les surveiller sur son téléphone de loin. Donc on revient justement aussi à l'OPLA. Comment savoir qu'un jeu est sécure, tout simplement, savoir que notre enfant peut jouer à ce jeu sans aucun souci. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc il y a des tranches d'âge. En fait, il y a les espaces, les aires de jeu qui sont spéciales pour la petite enfance, les tout petits. Donc il y a les petits toboggans. Donc vous voyez rarement un adolescent faire la balançoire. C'est vrai, en tout cas, c'est pas contre l'adulte aussi. Ça, c'est pour garder le crayon. Vous avez vos agents qui interviennent toujours. Oui, donc pour les équipements de jeu, donc il y a des tranches d'âge précises. Il y a des ados qui ne peuvent pas accéder à des aires de jeu petite enfance. Donc, pour niveau sécurité, donc les parents qui ont des tout petits enfants, il y a des aires de jeu qui sont spéciales et qui sont indiquées là où la tranche d'âge est bien indiquée. Je ne pense pas que les panneaux existent. Donc, il n'y a pas de panneau pour indiquer les tranches d'âge, mais c'est clair. Donc, il y a les espaces qui sont précis pour des tranches précises, des tranches d'âge précises. Alors, merci
merci à vous d'avoir participé. Alors, je rappelle, Madame Shafiqa Wadia, vous êtes responsable communication et marketing office des parcs, des sports et des loisirs d'Alger, l'OPLA. Merci d'avoir participé. Merci à vous, c'était très agréable. Merci, on a bien rigolé en tout cas. Monsieur Amin Mentallah, vous êtes administrateur système AIRAD, pardon, je suis désolée. Merci pour votre participation. Je vous en prie, c'était un plaisir. Et Madame Chanez Belhamri, vous êtes directrice Salon international de jeux de l'épanouissement et des loisirs Sigilla. Merci pour votre participation. Merci pour cette invitation. Et je vous dis tout simplement bonne journée avec les programmes de la chaîne Canal Algérie. On se retrouve demain, 10h30 toujours, pour un autre numéro de votre émission préférée peut-être, Ma famille, ma vie. Au revoir.